Aujourd'hui, nous recevons l'écrivaine Dorothée Janin au sujet de son dernier ouvrage, La révolte des filles perdues, publié aux éditions Stock. En discussion avec Véronique Blanchard, historienne, auteure de La parole est aux accusés, histoire d'une jeunesse sous surveillance, paru aux éditions Textuelles en 2020, et de Vagabonde, voleuse, vicieuse, paru aux éditions Les Pérégrines en 2019. Dorothée Janin a obtenu une bourse du CNL pour La révolte des filles perdues, roman incroyable qui nous donne à lire des destinées hors du commun, alternant les styles poétiques et journalistiques. Une journaliste, Elvire Horta, est engagée par une figure du barreau, l'avocat célèbre et énigmatique Serge Valère, pour retrouver sa mère, une ancienne détenue de la prison de Fresnes dans les années 40. Serge Valère est acculé par sa famille, surtout son fils, Théo, qui menace de se suicider car on lui cacherait ses origines. En partant sur les traces de la mère de Valère, Madeleine Christiane Norris, Elvire découvre un monde sans pitié, celui des pupilles de l'éducation surveillée, traitées comme de la racaille, bien qu'elles n'aient jamais eu les armes de construction massive, l'amour, l'éducation, pour survivre en société. Bien souvent abandonnées ou mises au banc de leur famille, elles échouaient dans les couvents puis atterrissaient en prison. Sauf qu'un jour, à la prison de Fresnes, elles décident de se mutiner et de s'arroger une liberté bien éphémère, en volant du chocolat, du vin et en hurlant des obscénités à qui voudrait les faire rentrer dans le rang. Entendues par les juges, les comptes rendus des audiences sont saisissants, tant les faits qui leur sont reprochés s'avèrent dérisoires. Elles sont surtout victimes de croyances populaires qui aiment croire que la perversité et le vice se cachent surtout chez le voisin, mais si possible qu'il soit loin et enfermé et qu'on puisse de temps en temps l'observer comme une bête de foire. C'est si triste et si injuste qu'on comprend mieux pourquoi Dorothée Janin a décidé de raconter leur histoire. Dorothée Janin s'est appuyée sur le travail de Véronique Blanchard, historienne à l'université d'Angers. L'enfance irrégulière, l'enfance en prison, elle connaît bien et elle va nous en parler si elle le veut bien. Pour parler La révolte des filles perdues, c'est maintenant. Bonjour Dorothée Janin. Bonjour. Bonjour. Comment avez-vous découvert ces filles perdues ? Moi, je lis beaucoup de livres d'histoire et je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la justice et j'ai eu la chance de découvrir le livre justement qu'a coécrit Véronique Blanchard qui s'appelle Mauvaise fille. C'est sur l'histoire de la délinquance des jeunes filles et c'est aussi de la déviance qui est souvent concernant les jeunes filles qui sont des notions très poreuses. Et je feuillette et il y a 2 pages où est mentionnée, mais assez brièvement, cette révolte, cette mutinerie de Fresnes, et où est reproduite des gros titres de journaux, une manchette de presse. Et je crois que c'était Prison de Fresnes, ivre de sang. Ivre de sang et d'éther, parce qu'on les accusait d'avoir dévalisé l'infirmerie. Ivre de sang et d'éther, elle lapide les gardiens. Donc ça m'a plu. Forcément. Ouais. Non, mais ça m'a complètement happée, comme ça. Et j'ai été regarder sur le site de la BNF Retro News, où il y a après plusieurs siècles de presse en ligne. Et là, je me suis plongée dans cette semaine de mai 47 et je suis retombée sur tous les articles de presse. Et c'est là où je suis partie dans cette histoire. D'accord. Pouvez-vous nous parler du contexte de l'époque, de la justice française ? Je pense que ça, c'est davantage Véronique qui... Non, mais c'est vrai. Oui, alors maintenant, tu connais quand même beaucoup de choses sur ce qui se passe en 1945-1947, mais c'est vrai que c'est très important de resituer cette révolte de Fresnes à un moment particulier de l'histoire de la justice, et en particulier de la justice des enfants, puisque le 2 février 1945, en France, est promulguée une ordonnance qui va réorganiser complètement la justice des enfants, en mettant en place d'abord l'idée que c'est l'éducatif qui doit primer sur le répressif, ce qu'on ne va pas peut-être totalement vivre à Fresnes, mais on pourra en reparler. Et puis que cet éducatif doit être mené par un juge spécialisé qui n'existait pas auparavant, qui va devenir donc le juge des enfants et qui est installé en France en 1945, et que ce juge des enfants va travailler avec des éducateurs et des éducatrices qui vont avoir pour mission cette organisation de la nouvelle justice des enfants et de mesures éducatives plutôt que des mesures répressives. A priori, il doit devenir exceptionnel qu'on enferme des enfants en prison ordinaire, puisque c'est le placement qui doit l'emporter. Et pour ça, Fresnes est assez paradoxal. Dans la première partie de votre ouvrage, Dorothée, ces prisons pour enfants
sont considérés par l'opinion publique, et les journalistes en parlent, comme des bagnes d'enfants. Oui, dans les années 30, c'était les colonies pénitentiaires dont certaines sont assez célèbres, comme Belle-Île. Donc il faut, pour expliquer, ces enfants n'étaient pas condamnés à des peines précises. Et donc ils se retrouvaient enfermés. En fait, les juges les mettaient dans ces colonies pénitentiaires, et pour les jeunes filles, chez des bonnes sœurs, dans des conditions, la plupart du temps, presque toujours, dans des conditions carcérales atroces, vraiment atroces. Mais ce qui est le plus terrible, c'est que c'était jusqu'à leur majorité. Enfin bon, ils pouvaient en sortir avant si le juge le décidait, mais le juge, en gros, pouvait faire n'importe quoi. C'est-à-dire, donc, des gamins pouvaient rester 10 ans comme ça. Alors, je ne sais pas si on peut dire que le juge pouvait faire n'importe quoi, même si, avec notre regard actuel, on a le sentiment d'une très longue peine qui, pourtant, tu as tout à fait raison, Dorothée, n'est pas une peine, mais véritablement une décision de placement, justement pas dans la prison. C'est-à-dire que l'invention des premières colonies agricoles pénitentiaires, c'est l'idée de ne plus mettre des enfants en détention, mais de les mettre dans des lieux du redressement et de la correction. Les peines sont très longues, les durées de placement, on va le dire plutôt comme ça, sont très longues parce qu'on pense qu'il faut beaucoup de temps pour corriger et redresser un enfant qui est mal parti sur le chemin de la vie. Et c'est pour ça que la justice décide des placements jusqu'à majorité. Et à l'époque, la majorité civile, en tout cas, elle est à 21 ans. Donc ça va donner des placements de jeunes filles et de jeunes garçons jusqu'à majorité dans des établissements qui, dans l'entre-deux-guerres, vont, pour les concitoyens de l'époque, être considérés véritablement comme des bagnes d'enfants, tellement la discipline et les violences institutionnelles sont importantes. Et donc, avec une grande liberté du juge, quand même très peu de contrôle sur les décisions du juge. Oui, quand on voit les comptes rendus, par exemple, voilà, chaparde du chocolat. Enfin, oui, le magistrat est dans la loi. Et c'est la loi qui offre à la justice la possibilité de placer des enfants acquittés, mais jusqu'à majorité. C'est vraiment quelque chose qui est organisé par notre loi française dans ces années-là. Parce que Dorothée, vous parlez donc de ces filles perdues, mais qu'est-ce qu'elles ont fait de mal, ces filles perdues ? Alors c'est variable, mais ce qui m'a frappée justement quand j'ai découvert le parcours de ces jeunes filles qui ont échoué à Fresnes, donc dont la plupart, presque toutes, avaient d'abord été placées chez les bonnes sœurs, donc enfermées chez des bonnes sœurs dans des couvents, des couvents, des congrégations. Oui, des congrégations religieuses qui sont à la fois monacales et carcérales. Voilà. Donc avec comme punition si on fuguait, le cachot, la tonte des cheveux, des punitions où des anciennes parlent maintenant grâce beaucoup au travail de Véronique Blanchard et des historiens sur les bons pasteurs. Ces institutions s'appelaient principalement les bons pasteurs, même s'il y en avait d'autres, grâce au travail des historiens, parce que ça a duré jusqu'à la fin des années 60, ces placements. Donc là, les anciennes, celles qui ont vécu ça, parlent, essayent d'obtenir justice aussi, parce que c'est quand même l'État qui déléguait un peu ce traitement, ce redressement des jeunes filles aux religieuses. Et donc ces religieuses qui les rééduquaient par le travail forcé, les sévices, l'intrusion totale dans l'intimité, le contrôle du corps, de l'âme. Donc, parce qu'elles leur liaient les mains parfois pour les empêcher de se masturber. Oui, alors ça c'était même les petites filles, parce que c'était avant, il y avait des petites filles qui étaient orphelines, souvent victimes d'abus sexuels elles-mêmes, placées, qui se retrouvaient dans ces congrégations où là finalement elles étaient victimes de ces religieuses aussi, qui elles avaient choisi, ça les historiens l'expliquent bien, que les religieuses choisissent la clôture, c'est-à-dire la séparation du monde profane, et l'imposaient à ces petites filles, à ces jeunes filles après. Et donc, celles qui se sont retrouvées à Fresnes, donc dans cette institution publique, IPES de l'éducation surveillée, qui a été située dans la maison de Fresnes, parce qu'avant c'était dans un château qui a été bombardé pendant la guerre. Insalubre donc. Insalubre, oui. Elles souvent avaient été renvoyées de ces congrégations parce qu'elles étaient trop insolentes, parce qu'elles avaient des relations amoureuses entre elles, parce c'était les plus rebelles, parfois aussi les plus abîmées, et donc c'est comme ça qu'elles se retrouvent à Fresnes. Mais quand elle fait de si terribles, Dorothée Janin, c'est extrêmement varié. Ça peut être
fréquenter des garçons, donc être soupçonné de pouvoir dévier. Ça peut être s'être livré à la prostitution, mais ce qui est très vague, c'est-à-dire il y en a qui effectivement se sont prostituées, mais très jeunes, à 15 ans, 16 ans, dans des conditions sordides, mais là c'est elles qui sont considérées comme perverses, vicieuses, comme si on choisissait comme ça par paresse, c'est écrit, c'est vraiment dit, des paresseuses, des vicieuses qui choisissent de se prostituer à 15 ans, et après on voit noter, par exemple il y en a une, elle est considérée comme grande perverse, et après on note comme ça, elle a eu une blénorragie à 10 ans. Donc comme si c'était, presque comme si ça confirmait sa nature perverse. Il y avait les Américains à l'époque, donc il y avait les bases américaines, donc il y en a qui avaient fait confiance à des Américains, qui avaient eu des petits amis, peut-être accepté des cadeaux, peut-être pas. Elles étaient considérées comme prostituées. Il y avait tout simplement celles qui avaient des petits amis, qui aimaient les bals, sortir. Et donc il y a vraiment comme ça un soupçon de déviance sur le corps de la déviance, même avant c'est des jeunes filles qui ne respectent pas le cadre normé dans lequel elles devraient être, c'est-à-dire celle de la bonne fille, pure, vierge. Ouais. Et il y a aussi le fait de quitter sa famille, et ça aussi, ce qui est pas du tout, c'est qui est considéré comme une fugue, être hors du foyer familial, être en situation de vagabondage, mais pareil, on prend pas du tout en considération le fait que parfois elles sont parties de leur famille pour de très bonnes raisons, violence, abus sexuels, donc ça, mais non, elles sont en vagabondage parce qu'elles sont parties. Après, il y en a qui ont fait des petits vols, par exemple, il y en a une dont j'ai retrouvé l'histoire, elle s'est retrouvée à 12 ans, je vois le jugement, c'est vol de produits attachés à la terre. Elle avait volé un chou et des pois à 12 ans. Son père, c'est marqué, le juge dit, le père la frappait si elle rentrait sans rien. Et donc là, elle est envoyée chez les bonnes sœurs. Elle essaye de faire une requête pour être relâchée, mais elle ne sait pas comment la faire. Donc le juge, je ne sais plus si c'est le juge ou un autre représentant de la justice, dit non, cette requête n'existe pas. Cette requête en grâce n'existe pas. Elle n'a pas fait le bon. Et donc elle fait partie après d'une de celles qui se rebellent, mais donc après avoir passé des années et des années et des années enfermées, humiliées, maltraitées pour avoir volé un chou. Il y a aussi des jeunes filles qui sont là dans le cadre de la correction paternelle, oui, tout à fait, ouais. C'est-à-dire le droit d'un père qui a de graves mécontentements vis-à-vis de son enfant et qui demande à la justice de le placer, ce qui est toujours possible en 1945 pour un père ou pour une mère. Ouais. Vous dites dans votre roman que ces jeunes filles sont considérées comme vicieuses, perverses, mais qu'en est-il des garçons ? Alors les garçons, ça je vais peut-être laisser Véronique répondre parce que j'ai vu vraiment, il y a des sociologues, des historiens qui ont réfléchi là-dessus, mais un garçon délinquant, sa masculinité n'est pas remise en cause. C'est-à-dire c'est un peu un excès presque de masculinité, tandis qu'une femme délinquante, déviante, là c'est vraiment une femme qui n'est pas une femme, qui n'est pas... Oui, on a pour formule avec David Niger, avec qui on a coécrit Mauvaise fille, on a une formule qui nous convient assez bien, qui est qu'on reproche aux garçons ce qu'ils font et on reproche aux filles ce qu'elles sont. Donc il y a vraiment une très grande différence, alors même que la loi est neutre et qu'elle doit s'appliquer de la même manière aux deux sexes, il va y avoir une très grande différence d'application et de perception de la loi quand on a en face de soi un jeune garçon ou une jeune fille. Un jeune garçon qui vagabonde, le risque c'est qu'il vole. Une jeune fille qui vagabonde, le risque c'est qu'elle se prostitue. Et donc ça modifie à la fois le regard et les formes de la prise en charge. D'une certaine manière, la question de la liberté pour les garçons ne se pose pas. Les garçons, ils sortent, ils vont au bal, ils vont au bar, ils ont des fréquentations. Eux, ils peuvent avoir des relations sexuelles avant le mariage. Ce qui complique quand même énormément la donne. Quand les jeunes filles en face, elles ne doivent pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Vous imaginez ce que ça peut donner dans les relations entre les uns et les autres, entre les unes et les autres. Donc voilà, on a une perception, c'est un mot qu'on utilise en histoire, en sociologie, genrée de la prise en charge des jeunes gens, et ça donne des éléments très différents sur les biographies et sur les modes de prise en charge des garçons et des filles. La grande différence étant par exemple qu'on ne confie plus du tout dans les années 50 les jeunes garçons à des religieux. Ça n'existe plus depuis plus de 70 ans à l'époque. Et Dorothée, vous avez décidé d'en faire un roman. Oui, donc quand j'ai découvert cette mutinerie, j'ai été fascinée par les faits. Et j'ai tout de suite, vraiment dès le début,
elles sont présentées comme un troupeau de paresseuses, vicieuses, inamendables. Et même moi, j'étais un peu contaminée à la première lecture, et c'est terrible en lisant, en les voyant présentées comme ça. Je me suis même dit, mais est-ce qu'elles sont intéressantes ? J'ai été polluée par cette vision-là. Et en fait, en cherchant, alors il y a par un journaliste, Henri d'Anjou, qui s'est penché, qui a recueilli le témoignage d'une éducatrice qui était à Fresnes. Donc j'ai vu des histoires, et après, en découvrant leurs histoires, en allant dans les archives, leurs histoires, j'ai aussi, grâce à Véronique, j'ai pu consulter des lettres qu'elles ont écrites à leur éducatrice. Donc là, j'ai découvert des individus, des jeunes filles toutes très différentes, certaines cultivées qui écrivent très bien, qui font des études de sténo, certaines qui sont presque analphabètes, et c'est ça aussi qui m'a bouleversée dans cette mutinerie, dans ce jour de liberté, c'est que toutes ces filles si différentes, moi il y avait, en lisant ce qui s'est passé, c'était un impact poétique de la réalité sur moi-même. C'est-à-dire que ces jeunes filles, certaines qui savaient pas du tout s'exprimer, d'autres qui, au contraire, savaient très bien savaient s'exprimer, toutes, elles ont eu un acte que moi, je trouve un acte de... presque de poésie, parce qu'il n'y avait pas de but. Elles voulaient pas. Elles ont été après condamnées pour tentative d'évasion, mais c'est pas vrai. Elles voulaient pas s'évader. C'était vraiment un acte gratuit de liberté. Ce jour-là, faisons flamber ce jour-là, quoi. Un acte de liberté qui allait avoir des conséquences dures pour elles, mais voilà, c'était leur moment. C'était comme une sorte de... ça m'a beaucoup touchée. Mais donc, mon obsession, c'était je ne veux pas me servir, je veux pas faire ce système qui aurait été très facile. Moi, m'imaginer à leur place et inventer un personnage dans lequel je mettrais mes fantasmes, qu'est-ce que j'aurais pensé. Enfin voilà, je voulais vraiment chercher des bribes. Alors c'est des bribes minimes parce qu'il n'y a pas beaucoup de traces, et puis je suis pas historienne non plus, donc je n'ai pas non plus la compétence de tout retrouver. Mais quand même, ce que je voulais, c'était retrouver ces jeunes filles qui ont été, qu'on a voulu faire taire, qu'on a voulu, en fait, englober dans un groupe, comme si elles étaient une sorte de magma indistinct. Comme si elles appartenaient à l'éducation surveillée, quoi. Ouais, et puis qu'elles appartenaient, mais quasiment, presque des fois, on a l'impression qu'on en parle comme d'une race dégénérée. Vraiment, c'est très, très violent. Et après, qu'on voit le contraste avec ces jeunes filles qui sont souvent très drôles, qui ont une vitalité, une force de provocation. Qu'est-ce qui vous touche alors ? C'est justement ça, c'est ce contraste entre l'étiquette infamante et la singularité de ces jeunes filles, et sur le fait de vouloir faire un roman. Ça m'a bloqué ça m'a pas bloqué, mais vraiment interrogé. J'ai mis très longtemps à me dire comment je vais faire, parce que je voulais pas trahir leur histoire, je voulais pas voler leur histoire, je voulais pas jouer aux marionnettes avec un personnage qui je voulais les retrouver. Et en même temps, en tant qu'écrivain, j'avais envie de faire de la fiction, moi ce qui m'intéresse, c'est aussi beaucoup la construction, le style, la musicalité. Du coup, j'ai décidé de faire des personnages de fiction. Maintenant, Serge Haller, son fils, Elvire Horta, qui partent à la rencontre de ces jeunes filles. Donc, si vous voulez, la fiction ne contamine pas du tout les faits. Non, c'est vrai. Mais c'est totalement entremêlé tout le temps. Donc ça a été très difficile comme conception. Et c'est ça qui m'a intéressée. Mais c'était à la fois un parti pris artistique, mais je pense que je peux le dire éthique. Dorothée, comment avez-vous rencontré Véronique ? Alors Véronique, donc je l'ai rencontrée par le livre, et puis quand on commence à vouloir, parce que je voulais comprendre le contexte, et en fait Véronique, son travail, c'est beaucoup justement retrouver la voix des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes garçons, c'est-à-dire face ou en parallèle avec cette voix de l'institution, avec le regard sur eux, essayer de les retrouver. Donc c'est ça où il y a une démarche qui est quand même finalement qui rejoignait moi ma démarche en tant qu'écrivain, c'est-à-dire c'était quand même aller essayer de les retrouver. Parce que ma fille perdue, c'est un peu le sens aussi de mon titre, c'est que j'essayais de les retrouver. Parce que vous dites, vous disiez, Véronique Blanchard, avant l'interview, que ces histoires-là,
en tous les cas, ces parcours de vie ont été oubliés par l'histoire, mais aussi ont été, cachés. Cachés à l'entourage par peur de la honte, voilà ce qui est... Oui, alors ce que dit Dorothée là est très important, je crois, vraiment la manière dont j'aborde cette histoire-là, et celle qui m'a intéressée pendant près de 10 ans pour faire ma thèse, c'était l'idée d'être au plus près du quotidien de ces jeunes filles, de ces jeunes gens, et d'essayer de retrouver leur voix. Je crois que vraiment le mot qu'a employé Dorothée est très juste, et j'ai vraiment tenté ça. C'est-à-dire faire en sorte que les archives ne parlent pas que de l'institution, que de l'organisation de la justice des enfants vis-à-vis de ces jeunes filles, mais bien que les jeunes filles retrouvent une place dans cette histoire, et que je puisse, de ma place d'historienne, essayer de leur donner un écrin pour qu'on les entende, qu'on entende autre chose aussi. Et je trouve que dans le livre de Dorothée, on le retrouve très très fort, c'est-à-dire autre chose que la victimisation, autre chose que l'enfermement. Bien sûr qu'il y a ça, et bien sûr qu'il y a toutes les souffrances avant le placement, pendant le placement, après le placement. Mais il y a aussi leur force de vie, il y a aussi le fait qu'elles étaient des jeunes femmes de 15, 16, 17 ans, qu'elles étaient incroyablement libres, incroyablement résistantes, incroyablement rebelles pour certaines. Et c'était très important que ce soit leurs mots qui nous le montrent, qui nous le disent, et que ce soit ça que j'essaye d'analyser en tant qu'historienne. Donc on est sur des travaux quand même extrêmement proches, et j'ai été très très touchée par la manière que Dorothée a eu d'organiser son roman. Serge Valère a une vraie présence, Elvire a une vraie présence, mais toujours là derrière, il y a ces jeunes filles, et je trouve que c'est à la fois complexe, mais c'est très facile à lire, et c'est extrêmement poétique. À la fois, oui, tout à fait, c'est une écriture ciselée, merveilleuse. Et voilà, donc, et je pense qu'on a quelque chose, on ne se connaissait pas, mais on a, comme ça, quelque chose d'un peu dans la sororité. C'est un mot à la mode, mais je l'aime bien. Et donc, je pense que c'était important, cette voix des jeunes filles, et je suis perdue dans la question que vous m'avez posée. Comment vous êtes rencontrées toutes les deux? Alors, donc, forcément, donc, je lis les ouvrages, je découvre le travail de Véronique, et là, j'étais bloquée pendant 1 an, je n'osais pas la contacter. Alors, donc à l'époque, elle était responsable du centre d'exposition Enfants en justice de Savigny-sur-Orge. Donc je voulais aller le voir parce que là-bas sont exposées certaines lettres, et je cherchais aussi des archives, et je savais qu'elle pouvait m'orienter, elle pouvait énormément m'aider dans ce qu'elle a fait. Mais j'étais très... je n'osais pas. Je n'osais pas. Donc, je n'osais pas du tout. J'étais complètement bloquée parce que je me disais, moi, je vais débarquer sans aucune... comme ça. Parce que j'étais impressionnée par son travail, justement, un travail qui implique une vie, quoi. Donc, moi, débarquer comme ça, oui, je vais faire un petit livre. Je me sentais un peu illégitime, donc j'ai travaillé avant, pour me sentir moins illégitime. Donc, j'ai travaillé de mon côté, et là, j'ai été la voir... pour montrer que j'arrivais pas là en touriste. C'est pas du tout l'impression que j'ai eue. Et elle a été, et là, j'étais vraiment soufflée par la générosité de Véronique. Moi, je pense que de mon côté, pour raconter la rencontre, j'ai eu donc un écrit puis un appel de Dorothée qui m'a dit être intéressée à travers ces coupures de presse qu'elle avait découvertes par Fresnes. Et moi, j'apprécie toujours énormément que certains travaux qu'on puisse faire, nous les historiens et les historiennes, puissent être repris ensuite. Il y a eu aussi un travail documentaire sur les mauvaises filles par Emerence Dubas. Il y a eu un travail théâtral de Sandrine Lano à partir de cette matière. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve extrêmement riche, ce dialogue entre historiens, historiennes, artistes, écrivains, auteurs, documentaristes. Voilà, c'est aussi pour ça que je crois. Je suis historienne, pour ces échanges-là. Donc j'étais très heureuse d'accueillir Dorothée. Et puis j'ai senti que Dorothée, une fois dans le centre d'exposition,
n'en sortait plus. C'est-à-dire que là, vraiment, et ça dépend des visiteurs et des visiteuses, ça dépend de... Voilà, il y avait quelque chose d'une attirance très forte pour Dorothée dans les murs du centre d'exposition, qui sont particuliers, puisque, il faut le dire, ce centre d'exposition, qui est donc sous la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, et en particulier de son école, ce centre d'exposition est installé dans une institution qui a accueilli des jeunes garçons de 1945 à 1975, dans ce qui s'appelait un centre d'observation, et qui aujourd'hui toujours accueille des jeunes gens pris en charge par la justice des enfants. Donc c'est un lieu d'exposition, un lieu d'histoire, de mémoire, mais aussi un lieu d'activité, toujours aujourd'hui, et qui accueille des jeunes donc de la protection judiciaire de la jeunesse. Et ce musée, installé et pensé par Mathias Gardet, est installé dans un couloir qui est le couloir d'origine, l'endroit où les jeunes garçons arrivaient quand ils étaient placés en observation par le juge des enfants et où ils restaient une quinzaine de jours ou 3 semaines. Et c'est un lieu habité, c'est indéniable, c'est un lieu habité. Une fois, un ancien m'a dit « Chut, Madame Blanchard, vous les sentez, les fantômes ?» Et voilà, ça m'a donné la chair de poule. J'ai toujours la chair de poule quand je le raconte. Et donc, c'est un lieu extrêmement habité. Et j'ai senti cet après-midi-là, Dorothée est restée longtemps, qu'elle avait senti les fantômes et qu'elle était là en bonne compagnie, on va dire, et que non seulement il y avait la question de Fresnes, mais il y avait toute cette question de l'histoire de la justice des enfants qui avait l'air de la toucher beaucoup. Je ne l'avais pas encore lu, Dorothée, je ne savais pas ce qu'elle était en train d'écrire, mais je sentais là qu'il y avait quelque chose de très profond dans sa curiosité et dans sa curiosité, dans sa réflexion et dans sa présence. Cette attirance-là, cette aimantation, on va dire, vous avez fait quand même une sacrée découverte, je crois. Oui, c'est ça qui est complètement fou, c'est que... Enfin, c'est vraiment fou, c'est qu'effectivement, les fantômes, je les entendais, mais je savais pas que j'entendais le plus... mon grand fantôme, c'est-à-dire le fantôme de mon père, puisque moi je suis fille posthume, c'est-à-dire je suis née après la mort de mon père, que j'ai pas connu. Mes parents il est mort jeune, mes parents se sont connus peu de temps. Je savais qu'il avait eu un peu affaire à la justice pendant son adolescence, mais j'en connaissais pas plus, qu'il aurait fait un petit passage en maison de correction, mais je savais pas. Et donc, j'écris mon livre, je finis mon livre, et je feuillette, je vais pas développer, je feuillette un livre qui existe, qui s'appelle Génération, qui est un livre sur les militants des années 60. Mon père, les militants gauchistes des années 60. Mon père avait été militant gauchiste des années 60. Et je relis les témoignages qui sont recueillis dans ce livre sur les différentes figures de ces mouvements gauchistes, dont mon père. Et je vois un de ses amis qui parle de mon père et qui dit... à 15 ans, il était passé dans une maison de correction à Saint-Denis-sur-Orge. Il avait été tabassé par les éducateurs, enfin les surveillants, et ça en avait fait définitivement un rebelle. Je me dis, mais Saint-Denis-sur-Orge, ça n'existe pas. Enfin, et ça, je m'en serais pas rendu compte si j'avais pas été à Savigny-sur-Orge avant. C'est pour ça. Et donc, je regarde Internet, Saint-Denis-sur-Orge n'existe pas. Je me dis, c'est Savigny-sur-Orge. Je me dis, mais. Donc, je téléphone ou j'écris à Véronique, je ne sais plus. Je lui dis, écoute, est-ce que tu as des... Je téléphone, est-ce qu'il y a des dossiers? Est-ce qu'on peut savoir qui est passé? Est-ce qu'il n'y aurait pas un Yves Janin, mon père? Et elle va au grenier, et là, elle m'envoie par Internet le scan de la fiche de mon père avec sa photo à 15 ans. De face, de profil, comme Yves Janin, comme Antoine Douanel. Vraiment, on a eu toutes les deux, je pense, ça nous a sauté au visage, cette ressemblance avec le petit Antoine Douanel des 400 coups. Donc, j'avais littéralement, sans le savoir, marché dans les pas de mon père. C'est-à-dire ces cellules où on pouvait, dans certaines de ces cellules, sont exposées des lettres. Là où j'ai consulté les lettres de ces jeunes filles, mon propre père, à 15 ans, avait été... observé, enfermé, frappé. Donc c'était vraiment un choc pour moi d'apprendre ça. Et c'est vrai que du coup, ce livre
ce livre était vraiment un voyage, mais un voyage aussi vers mon histoire à travers, comme si c'est à travers l'histoire de ces jeunes filles, elles m'ont amenée vers des choses tellement intimes qu'il fallait que je passe. Elles m'ont beaucoup donné, ces jeunes filles, elles m'ont beaucoup apporté, et c'est ça dont je parle dans le livre. À la fin, je le dis, elles le font pour le personnage Elvire Horta, qui me représente un peu, même si c'est pas moi. Et à la fin, je reprends la parole moi en tant qu'écrivain, en disant que vraiment à la fin, leur dignité, leur rébellion, leur fierté, qu'elles m'ont redonné de la fierté, et le fait d'avoir retrouvé mon père, parce que Véronique a demandé une dérogation pour retrouver le dossier d'observation de mon père. Donc j'ai un cahier entier avec mon père, les rédactions de mon père, ce qu'il raconte de lui, et j'ai appris des choses terribles sur son enfance que j'ignorais. Donc, je savais que des détails, qu'il a été maltraité, puni au filet avec des décharges électriques, qu'il allait extrêmement mal. Et donc j'ai retrouvé mon jeune père. Je ne retrouverai jamais mon père en tant qu'adulte, mais si j'ai retrouvé mon père comme enfant. Qui a vécu, c'est sa mère. Véronique tout à l'heure parlait de la correction paternelle. Lui, il a été placé dans cette maison de correction à un moment par correction paternelle. C'est sa mère qui était seule parce que mon père n'avait pas de père, c'était un enfant sans père, qui a demandé à ce qu'il soit bouclé. Donc ça a été extrêmement fort ce chemin. C'est comme si elle m'avait pris la main et emmené vers mon père qui avait le même âge qu'elle et a vécu les mêmes choses qu'elle. Les mêmes choses qu'elle, vraiment. C'est difficile de mettre des mots au-delà des mots de Dorothée, mais je pense que travailler sur ces archives extrêmement sensibles, qui sont en fait des archives très contemporaines, c'est aller au-devant de certaines de ces rencontres. Et peut-être qu'une façon de réagir qui me touche beaucoup dans ce que vient de dire Dorothée, c'est le fait que ces mauvaises filles, avec plein de guillemets, ces belles filles nous donnent beaucoup, en fait, nous racontent beaucoup de choses de l'histoire des femmes dans la société française, nous donnent beaucoup de choses sur la vitalité de l'adolescence et de la jeunesse, et nous donnent beaucoup de choses pour comprendre le passé. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi extrêmement fort au moment de mes travaux de recherche. Voilà. Et puis après, c'est la question, bien sûr, de l'affiliation, de la transmission, les racines. Lien. Vous parliez du lien, en effet, c'est-à-dire de méconnaître son passé, c'est se sentir pas désaffilié. Ouais. Et c'est un peu ça. Pouvez-vous nous en parler un peu, s'il vous plaît, Véronique? C'est vrai que vous êtes intervenue le week-end dernier, donc aux rencontres de l'histoire de Blois, sur le thème des morts et des vivants. Donc, en effet, cette histoire de lien est primordiale lorsque débute la quête de l'identité qui est, je crois, sans fin. Oui, et c'est aussi la force de la conservation des archives, et la force de la conservation des archives de la justice, c'est-à-dire que depuis 2001, heureusement, la loi a changé et les usagers et les usagères ont accès à ces archives très personnelles, très intimes, qui font qu'on peut aller à la rencontre à la fois de son adolescence et son passé, parce que ça peut être une recherche individuelle de gens qui sont bien vivants aujourd'hui. Et ce sont des rencontres avec des archives et des mots posés par des autres, par des individus, des éducatrices, des sœurs, des éducateurs, posés sur votre existence, qui sont parfois difficiles à lire, mais très importantes, et beaucoup d'anciennes, dont les anciennes du Bon Pasteur disent à quel point ce moment où elles retrouvent leur dossier, et donc une partie de leur histoire, écrite par d'autres, certes, mais qui est quand même leur histoire, est extrêmement importante. Et nous avons essayé, nous, les historiens et les historiennes, de les accompagner dans cette recherche de leurs dossiers et de la lecture de ces dossiers. Et puis ces archives, elles donnent accès aussi à des descendants qui n'ont parfois
que très très peu de choses sur l'histoire de leur famille, de leurs parents, des éléments tangibles. Et voilà, c'est très 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 fort quand Dorothée dit qu'elle a retrouvé l'adolescence de son père adolescent. Et c'est l'histoire de Dorothée, mais c'est l'histoire de beaucoup d'autres que j'ai eu à rencontrer, qui, grâce à ces archives, vont pouvoir faire du lien entre ce qu'ils ont su ou pas su du passé de leur père, de leur mère, et ce que ce papier, cette écriture, ce vieux papier, cette vieille écriture va leur permettre d'atteindre. Donc oui, ce sont des archives et des travaux très importants pour les individus aujourd'hui et maintenant, bien vivants. Je remercie Véronique Blanchard d'avoir assisté à l'émission Pour parler, en conversation avec Dorothée Janin. Dorothée Janin qui s'apprête à nous lire un extrait de son livre « La révolte des filles perdues » publié aux éditions Stock. Dorothée, c'est parti pour la lecture. Vous êtes poursuivi pour bris de prison et tentative d'évasion. Reconnaissez-vous les faits ? Je n'ai pas cherché à m'évader. Cette réponse revient comme une antienne, note le journaliste. Mais vous avez mangé du chocolat, constatait le président. Bien sûr, puisque c'était la Révolution. 4 mois de prison. À chaque fois, avant de continuer l'abattage, le juge conclut la comparution par un sonore « Garde, reconduisez la condamnée ». Condamnée qu'entoure, dès qu'elle est dehors, la grappe de visage de celles qui attendent encore. « Qu'est-ce que t'as ?» Le journaliste qui leur trouve un air à la nana écrit, en parlant d'une fille de 19 ans, bouclée depuis ses 15 ans en institution, qui sort du palais de justice condamnée à 2 mois de prison ferme. Pour elle, ces 4 ans de détention, que lui vaut sa lubricité mise au service du vagabondage, sont un titre de gloire, auquel elle tient comme un bon certificat. La lubricité mise au service du vagabondage d'une fille de moins de 15 ans. En lisant ça, on serre la mâchoire. Au fur et à mesure que j'avance dans mes recherches, l'alternance se répète. Un coup je souris, un coup mes poings se ferment. Il serait ridicule de m'identifier à elles, de me demander ce que j'aurais fait à leur place, si avec leur histoire, leur passé, leur milieu accroché aux épaules, je m'étais retrouvée à leur place. Je ne suis pas à leur place et ne l'ai jamais été. Mais je sais que je me sens à leur côté, de leur côté. Je suis avec elles et ce n'est pas pour rien, cela ne vient pas de rien. Ce n'est pas un hasard si je suis bouleversée, atteinte, conquise. Je trouve qu'elles ont du cran, je trouve qu'elles ont de l'allure. Dorothée Janin a été sélectionnée par l'Académie Goncourt pour son dernier ouvrage « La révolte des filles perdues » paru aux éditions Stock. C'est son 3e roman, après La vie sur Terre en 2007, Mickey Mouse, Rosenberger et autres égarés en 2010 et L'île de Jacob qui a reçu le prix Maison Rouge en 2020.